Bonjour à tous et bienvenue dans ce 147e épisode de Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Je suis Stéphanie Cancel et nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook, en direct du Grand Palais éphémère où se tient en ce moment le salon Change Now, le plus grand événement mondial pour la planète dédié aux solutions durables. C'est précisément sur ce salon que Renault a choisi de présenter son concept car, la Scénic Vision, en avant-première mondiale. Composée à 70% de matériaux recyclés et recyclables à 95%, propulsé par une motorisation hydrogène, il incarne l'engagement du constructeur français en faveur du développement durable et symbolise à lui seul l'économie circulaire inscrite dans la Renaulution, la stratégie de transformation du groupe inaugurée en janvier dernier. C'est Gilles Vidal, directeur du design chez Renault, qui va nous présenter le Scénic Vision qui ouvre clairement la voie à la mobilité durable. Bonjour Gilles, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce 147e épisode de Be My Guest. Alors Gilles, en 10 ans, tu as renouvelé le style de Peugeot, tu lui as insufflé de la modernité. Aujourd'hui, tu dessines le futur de Renault, d'ailleurs il est très beau le futur de Renault, avec une contrainte en plus de l'esthétique, c'est le développement durable. Tout à fait. Alors comment as-tu abordé ce défi supplémentaire ? Alors, au-delà d'un défi supplémentaire, ça a été même notre guide, notre source d'inspiration pour l'ensemble du projet, donc c'est très intéressant. Et l'idée, c'était au-delà de parler de matériaux ou de développement durable en général, via les matériaux, le recyclé, le recyclable, ou de parler de sécurité ou d'inclusion, l'idée, c'était de pousser très très loin et très très fort ces notions-là. Par exemple, quand on dit on active des matériaux recyclés, on a 70% de matériaux recyclés dans ce véhicule au global, ce qui est énorme. Que tout pratiquement est recyclable, c'est bien, mais tout le monde peut dire ça. Et on voulait pousser un cran plus loin l'étude. Par exemple, le recyclable, c'est très bien, mais faut-il encore que ce soit faisable par celui dont c'est le business plus tard? Et donc notre job, c'est de faire en sorte que ce soit facilement faisable, que notre design et notre conception ait anticipé le fait que ce soit facile après. Et sur les sièges, par exemple, un siège est recyclable aujourd'hui déjà, pratiquement dans son ensemble. Il faut tellement passer de temps et d'énergie à séparer les différentes natures de matériaux que finalement ça ne se fait pas forcément. Donc là on ira voir les sièges tout à l'heure d'un peu plus près, effectivement, mais ils sont dans un seul et même matériau. Exactement. Donc Renault est précurseur de l'électrique, mais aussi du développement durable, puisqu'il y a 20 ans ils avaient sorti un concept car, l'Ellipse, qui non seulement intégrait des cellules photovoltaïques, mais en plus recyclait certains matériaux. Là on est vraiment carrément... C'est un pas de géant qui a été fait et on peut dire que Renault ouvre la voie à la mobilité durable. Oui, tout à fait. Alors la mobilité durable parce que sur ce concept on est en électrique hydrogène. Par ailleurs dans la marque Renault il y a une avance sur l'électrique assez énorme sur beaucoup d'autres constructeurs. Donc il y a eu une anticipation, une vision il y a de nombreuses années sur le sujet. Sur les matériaux recyclés, déjà des textiles 100% recyclés dans Zoé et puis encore plus fort dans la Mégane E-Tech dernière génération. Donc dans les actions vers le développement durable, il y en a déjà de nombreuses dans les véhicules que l'on connaît et on va pousser ça beaucoup plus fort, encore plus loin, très vite au fil des années, au fil des modèles. Alors là on va faire le tour du véhicule. Alors Gilles, le cahier des charges pour cette Scénic Vision était triple. Donc il y avait l'environnement, la sécurité, l'inclusion. Alors on va commencer par l'environnement, tu l'as dit tout à l'heure, 70% de matériaux recyclés. Alors ça veut dire la carrosserie, la peinture, tout est recyclé? Enfin 70% en tous les cas, oui, mais ça concerne tant l'extérieur que l'intérieur. Tant l'extérieur que l'intérieur, que ce soit les textiles, les mousses, les plastiques sur le sol de la voiture. Sur l'extérieur, tout ce qu'on voit ici, là, ce qui ressemble à du marbre, c'est super joli. Ce qui ressemble à du marbre, c'est du carbone recyclé. Voilà, tout ça, c'est du carbone recyclé qui est issu de la filière aéronautique, qui produit beaucoup plus de pièces carbone que la compétition automobile. Et donc, on récupère toutes ces pièces-là et on en fait ces pièces via un processus de recyclage assez simple, en fait. Sur les carrosseries également, enfin, quand elles sont faites d'acier, tout ça est recyclable via des processus aussi parfois complexes, mais en tout cas qui fonctionnent. Les aluminiums, les polyesters sur les sièges, même le plastique qui compose le sol de la voiture à l'intérieur, tout ça est fait de bouteilles de lait et de tuyauterie industrielle. Incroyable. Ben oui. Incroyable. Alors on va aller voir tout de suite le sol parce que je le trouve génial. On va aller voir ça.
On dirait un peu de la marqueterie, enfin c'est... Oui, alors d'ailleurs, même l'effet marqueterie, l'effet super graphique a beaucoup de sens. Donc là, on reconnaît où sont les bouteilles de lait et où sont les tuyaux industriels, le blanc et le noir. Et puisque je parlais tout à l'heure de l'idée d'aller chercher un cran plus loin à chaque fois. Alors on pourrait fabriquer un sol comme ça, d'un seul morceau, très grand, mais en termes de logistique, ça devient un peu embêtant. C'est une très grande pièce à manipuler. On s'est dit, faisons des petits morceaux qui peuvent rentrer dans des boîtes à chaussures en termes de logistique. Et puis, une fois arrivé dans notre usine, un petit bras robotisé va composer un peu le sol en marqueterie justement. Et en termes de logistique, on a simplifié, on a facilité la logistique. Et en plus, on peut avoir une espèce d'hyper personnalisation, on peut avoir des voitures uniques. On peut demander au petit robot en question de jamais faire 2 fois la même chose. Et chaque voiture va être unique du coup et très très graphique. Incroyable. Au niveau du sol par exemple. Alors on évoquait les textiles, tous les textiles que l'on voit là sur le siège, celui-ci, celui-là, et sur le siège à l'arrière c'est encore quelque chose de différent, la ganse est différente. Donc les textiles, les mousses qui sont en dessous et tous les fils de couture, tout ça c'est du polyester. Donc quand on veut recycler ce siège, une fois qu'on a enlevé la structure, les petits haut-parleurs et la boucle de ceinture, tout ça est recyclé dans le même processus d'un seul coup. Alors dans les actes sustainable, si je puis dire, dans cette voiture, on s'est dit qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qu'on peut trouver encore qu'on pourrait assumer d'éliminer. C'est la couleur. Alors éliminer la couleur, c'est un peu étrange. Alors oui, justement, c'est étonnant quand même le choix du noir pour une voiture de lancement. Oui, alors la voiture est très noire et blanche, mais pas que, il y a de la couleur, mais on verra comment elle arrive. Alors déjà, il y a une peinture, donc il y a forcément du pigment quelque part, mais en fait, ce noir, ce pigment, il est issu de l'extraction de carbone dans l'air. Donc ça génère une espèce de poudre noire qui devient notre matière première pour faire le pigment de la peinture. Donc c'est le seul pigment qu'on s'est autorisé. Sur tout le reste, là c'est la fibre brute du textile qu'on assume dans ce blanc cassé ou dans ces gammes de gris. On assume que ce soit comme ça. Et on dit, c'est notre esthétique, c'est ce qu'on a décidé parce qu'on veut zéro processus. On s'est dit quand même, on ne peut pas faire une voiture que noire et blanche. Donc la couleur, elle peut arriver par les écrans. Dans les écrans, la couleur, c'est facile. Dans les lumières d'ambiance aussi. Mais là où c'est plus bluffant, c'est ce matériau ici. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Alors là, il n'est pas éclairé, c'est juste la diffraction de la lumière. Il n'est pas éclairé. J'aurais juré, oui, d'accord. Non, il n'est pas éclairé du tout. On voit le reflet de ma main d'ailleurs dedans. Là. Et il n'est pas éclairé du tout. Alors il y a des dégradés, là on le voit très bleu, mais il y a des reflets orange, rosé, violet, même jaune sous certains angles. Et donc on va faire de la diffraction de la lumière et on va décider d'aller chercher une partie du spectre des couleurs. Et donc on a une richesse colorée assez extraordinaire, mais sans utilisation de pigment, donc la matière est brute. Et l'idée c'est d'aller chercher tous les leviers, tous les axes qui peuvent nous sembler intéressants en termes de non-consommation de ressources, de simplification des processus, de non-pollution via des processus, non-consommation d'énergie, tout en préservant une esthétique honorable ou intéressante. Et on est prêt à assumer, c'est ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que le résultat est au moins autant la conséquence finalement de la démarche que l'on veut suivre que d'un acte créatif spontané qui vient de l'esprit des designers. Alors justement, parlons d'esthétique. Tout est très graphique, jusqu'au dessin sur le tissu, la calandre. On voit des évocations de petits losanges, il y a un maillage de petits losanges. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Alors il y a 2 niveaux en fait. Sur le langage de la carrosserie, quelque part, on ne peut pas trahir les fondamentaux de la marque ou l'ADN de la marque qui est dans la générosité, dans cette espèce de marque humaniste. Et donc les galles doivent rester généreux, pas complexes. Mais on a besoin aussi de projeter la marque dans le futur, de l'affûter un petit peu. Et tous les détails dont on parle, que ce soit les optiques, les calandres ou bien les motifs qu'on a vus sur les sièges, ça naît un peu du logo. Alors on va regarder de plus près la calandre parce qu'elle est vraiment très très belle. Donc effectivement, je vous parlais de maillage, de ce maillage là, c'est en fait une évocation du logo Vasarely. Du logo, alors donc voilà, ça c'est notre nouveau logo qui est très graphique, très fort, c'est un signe de reconnaissance très fort. Et on s'en sert comme source pour créer ces motifs justement, ou même les optiques. Les lumières de jour qui sont obligatoires sur toutes les voitures maintenant. Il est possible que par malheur des voitures se ressemblent. Et l'idée pour une marque c'est de faire que ce soit propriétaire, que ce soit logique pour la marque. Et donc là on voit un demi-losange sur le côté de la voiture. Et l'idée c'est que le logo soit la source de l'organisation de la façon de la voiture, soit la source du dessin
des lumières de jour, soit la source, des motifs sur les textiles comme on l'a vu à l'intérieur juste avant par exemple. Alors tu as choisi également de prendre des portes antagonistes en fait, à ouverture antagoniste. Oui. C'est pas facile pour se garer. Alors évidemment les portes antagonistes... C'est beau, hein, c'est très beau. Mais... Alors sur les concept cars, on voit souvent ça pour des raisons aussi de bien montrer ce qui se passe à l'intérieur. Mais pas que, quand on parle d'inclusion dans cette voiture, alors on pourrait imaginer qu'elle s'ouvre un peu moins largement. Là c'est pour les besoins de bien observer l'intérieur. Mais il y a un système de reconnaissance faciale dans cette voiture. Donc la voiture va se déverrouiller toute seule, va ouvrir ses portes toute seule. Et ce qui est intéressant avec des portes comme ça, d'ailleurs ça existe sur le Kangoo, le Renault Kangoo de production, côté passager, la porte avant s'ouvre comme ça, la porte coulissante recule et il n'y a plus de pied milieu. Il est embarqué par la porte coulissante arrière, donc c'est assez bluffant en termes d'usage. Et là l'idée, c'est que la voiture, quand on parle d'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que la voiture vous reconnaît. Et puis le réglage du siège et du volant vont se faire automatiquement. Et même ce qui va s'afficher dans les écrans va être adapté à qui on est et quelles sont nos habitudes. La voiture va connaître, va apprendre chaque profil qu'elle reconnaît en tout cas, et va servir à chacun finalement ce qu'il préfère manipuler, les fonctions qu'il préfère utiliser. Et puis si on va un cran plus loin, la taille des typographies va grandir si j'ai un problème de vision de près. Ah oui, alors ça c'est génial, parce que justement, je pensais aux personnes à mobilité réduite, là c'est extraordinaire pour entrer dans la voiture. C'est fantastique pour ça, mais donc il y a la mobilité réduite, il y a les contraintes physiques, la limitation physique, mais aussi sur la vue et aussi sur l'ouïe, puisque ce que j'appelle les bulles de son, là c'est haut-parleurs et ces micros qui sont intégrés dans les appuis-têtes. Alors ça permet de faire en sorte que chaque occupant puisse entendre ou écouter exactement ce qu'il veut. Les infos à gauche, le jazz à droite, les séries télé à l'arrière. Feed-in et dispute en voiture. Voilà. Et sans que ça interfère, mais aussi c'est favorable pour la communication, puisque vu qu'il y a des micros aussi, ce que je raconte ici peut être retransmis à l'arrière. Et aujourd'hui, quand je veux parler à mes enfants à l'arrière de la voiture, je dois élever la voix, je dois crier parce qu'ils n'entendent pas à 130 sur l'autoroute, et je vais finir par me retourner et ça va commencer même à être dangereux. Et là, l'idée, c'est que je retransmets ma voix à l'arrière, doucement, subtilement, au bon niveau sonore, de sorte que les personnes arrière entendent naturellement ma voix, comme si je parlais juste à côté dans mon salon. Donc, mais quand on a des problèmes auditifs, là aussi on va chercher un nouveau niveau d'inclusion. Donc les limitations physiques, la vue, l'ouïe, toutes ces choses-là ont été travaillées dans le chapitre inclusion, si je puis dire. En plus, les portes lui confèrent un petit côté Rolls-Royce qui n'est pas négligeable. Elle me paraît très longue, c'est l'effet justement Alors elle est pas si longue des portes antagonistes ou qui l'agrandit Oui, probablement, ou parce qu'on est dans cette lumière très studio photo. En fait, elle est à 4,40 m et quelques, donc c'est pas si long que ça. Alors, il y a un autre point sur lequel vous aviez travaillé et qui était dans le cahier des charges, c'est la sécurité. Oui. Et au niveau sécurité, tout ce que vous avez mis en place permet en fait, grâce à l'intelligence embarquée, de réduire de 70% les accidents. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce grand écran qu'on a vu tout à l'heure, là, tout au bout de la planche de bord. Cet écran est capable de retransmettre ce qui se passe à l'avant de la voiture. Donc évidemment sur l'autoroute c'est pas forcément très utile, mais à basse vitesse cet écran va retransmettre ce qui est devant. Donc quand je suis en ville en train de manœuvrer, que je me garde dans un parking ou dans mon garage, eh bien je vais ouvrir mon angle de vision vers le bas. Le capot va devenir transparent finalement. Je vais retransmettre dans la bonne focale, de sorte que ce soit raccord avec ce que je vois à travers le pare-brise. Ça va retransmettre ce qui est au pied de la voiture vraiment. Donc là en manœuvre, on augmente la sécurité à basse vitesse. L'autre élément, c'est ces capteurs là dans le volant et puis la caméra là-haut qui est à la place où serait en principe un rétroviseur. Tout ça va comprendre mon état ou ma condition physique. Est-ce que je suis fatigué? Alors quand on se sent somnolent en voiture, là on le sent venir, mais là le système va comprendre ça en avance, va anticiper ces choses-là. Pareil sur la consommation de substances, bien sûr on espère que ça n'arrive jamais ou le moins possible, mais là la voiture va carrément interdire le démarrage et ainsi sauver des vies ou éviter des accidents. Et donc en plus de tous les dispositifs qui existent dans les voitures de type Euro NCAP ou autres, cette strate supplémentaire sur la fatigue, sur l'endormissement, sur la condition physique dans laquelle on se trouve, sur la consommation de substances, tout ça va améliorer et va atteindre jusqu'à 70% d'accidents ou d'incidents en moins.
Alors le slogan de la toute première Scénic, c'était une invitation au voyage. Oui. Là, c'est toujours une invitation, et plus que jamais d'ailleurs, quand on voit l'espace intérieur, plus que jamais une invitation au voyage, mais en plus avec cette notion de mobilité durable. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde sait faire des bonnes voitures et des belles voitures. Alors, plus ou moins, c'est une question de goût, j'aime pas, mais il y a un savoir-faire, je dirais, créatif, design, ingénierie, innovation dans l'automobile qui est très honorable, je trouve, de très bon niveau. Et la différence, elle se crée par qu'est-ce qu'on fait raconter à une marque, quelles sont ses valeurs fondatrices et comment est-ce qu'on les transmet à travers les objets et l'expérience qu'on a avec. Et puis, justement, toute la part environnementale, ce qui est sur les matériaux, sur la sécurité, sur l'exclusivité, toutes ces choses-là, si on les pousse au plus fort, le plus loin possible, finalement, ça a beaucoup de valeur parce que c'est lié à l'humain, c'est lié à l'utilisateur, à l'être humain, et donc ça a une valeur encore supérieure, je dirais même à l'esthétique des voitures. L'esthétique est toujours importante, on veut toujours avoir un coup de cœur et aimer sa voiture, bien sûr, mais ça, ce sont des valeurs qu'on doit pousser au maximum si on veut être une marque digne d'exister, je pense, même demain. Alors on va aller s'asseoir à l'intérieur juste 2 minutes, parce que j'en meurs d'envie. Est-ce que tu veux prendre le volant ? Alors Gilles, là on est à l'intérieur de la Scénic Vision. Alors ce concept car est un concept car plus que réaliste, d'autant qu'il est propulsé par une motorisation hydrogène. C'est-à-dire qu'on a le meilleur des deux mondes. On a de l'hydrogène pour faire de la route et on a de l'électrique pour faire de la ville. Ce qui permet également de réduire la taille de la batterie. Oui, tout à fait. Dès qu'on a une source d'énergie via une pile à combustible hydrogène, la batterie peut être 2 fois plus petite, donc plus légère. Et on peut faire, avec le plein d'électricité et d'hydrogène, jusqu'à 400 km. On peut remplir en 5 minutes le réservoir d'hydrogène et repartir pour 400 km. C'est les calculs qu'on a fait sur cet objet, par exemple. Et ça commence à être intéressant. 800 km avec une pause de 5 minutes, ça commence à être intéressant en termes de distance ou de destination. Donc c'est une piste très intéressante. L'hydrogène pour des voitures particulières compactes n'est pas encore viable demain matin, évidemment. On voit plus ça dans les véhicules utilitaires aujourd'hui, où ça a déjà du sens aujourd'hui. Mais en tant qu'entreprise, on doit explorer toutes ces possibilités et être prêt, le cas échéant, le jour où ça a du sens, à déclencher et à mettre ça sur des voitures. Alors Gilles, je suis prête à prendre la route, elle est vraiment absolument extraordinaire, félicitations. Sortie prévue à partir de quand ? Alors sur l'extérieur de la voiture, puisque l'extérieur de la voiture c'est vraiment très proche d'un véhicule de production, qui va sortir en 2024, donc relativement vite dans le rythme automobile. Super. Merci beaucoup Gilles d'avoir accepté cette interview et encore toutes mes félicitations et bonne route sur la voie de la mobilité durable. Merci, à bientôt. À bientôt.